Monsieur Artamonov, bonjour. Bonjour Monsieur Kuzmanovic. Merci de nous recevoir une deuxième fois, 6 mois après, sur Fréquence Populaire, pour nous parler eh bien, de la stratégie russe, de la géopolitique russe, et de ce à quoi on peut s'attendre dans ce monde en changement très rapide, d'un monde unipolaire vers un monde multipolaire. On en avait parlé la dernière fois, et cette complexité de ce changement du monde qui malheureusement se manifeste en Ukraine par la guerre. Alors tout d'abord, je voulais vous poser une question sur le 9 mai, parce que là c'était le 80e anniversaire. Nous sommes venus ici couvrir cet événement majeur, la victoire sur le nazisme. Comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous étiez content de cette cérémonie? Alors, vous voyez le 9 mai, qui est pour les Russes le pendant exact du 8 mai en France, c'est-à-dire la fête de la victoire, ou de la grande victoire, comme on dit en Russie, parce qu'à chaque fois qu'on entend victoire, on met grand V pour le 1945, bon, c'est une fête qui, si je puis dire, réunifie un peu toute la communauté russophone, je dirais même pas les Russes, les grands Russiens, mais enfin tous ceux qui ont vécu la guerre, et qui plus est, donc les descendants fiers de leurs aïeux, que ce soit le président de Kazakhstan, par exemple, qui à chaque fois se recueille sur la tombe de son oncle qui a combattu en Russie. Mm. Je veux dire, il a combattu pour l'Union soviétique, mais sur le territoire russe, où il a péri, sous le champ d'honneur. Et donc, c'est une occasion rêvée, si je peux dire, du point de vue diplomatique, pour la Russie de rétablir un peu les liens qui peuvent être fragilisés par le contexte actuel. Et j'entends par le contexte actuel, donc ce désir d'émancipation qui démange très souvent les républiques du Sud, dont certaines sont désireuses peut-être de quitter donc, le bloc russe, je parle de l'Arménie par exemple, ou encore de la politique très spéciale d'un pays neutre qui est Azerbaïdjan, sorti quand même du giron russe, du giron soviéto-russe, si vous voulez bien. Je le dis pour la bonne cause, parce qu'en principe, l'Azerbaïdjan actuel n'a pas existé avant la révolution de 1917. C'est bien les bolcheviks qui l'ont inventé tel quel. Avant, c'était quand même le territoire de l'État du royaume de Perse. Donc ça, c'est une nouveauté qui a été introduite dans le monde international par les Russes, qui sont toujours là pour le rappeler, peut-être parfois de façon passive, parfois de façon active, que il y a beaucoup de ceux qui doivent pas mal de choses à la Russie, donc à l'Union soviétique. Mais ceci quand même, D'où les tensions avec l'Iran, je parle des tensions entre ah oui, l'Azerbaïdjan et l'Iran, parce que, comme vous le dites, avant c'était un même ensemble géopolitique. si j'approfondis le sujet, que si je creuse un peu, il y a au moins deux provinces iraniennes qui arborent le nom d'Azerbaïdjan, et d'ailleurs le nom historique Azerbaïdjan est bien lié au contexte iranien, au contexte perse, plus exactement. Parce qu'en fait, Iran est un peu le nom d'entre-deux-guerres qui a été pris par le pays dans la période des années 30. Donc tout ça pour dire que, en fait, la fête de la victoire est vécue pas seulement pas comme qu'un grand événement, c'est aussi un événement qui cherche un peu à faire rapprocher un peu tous les pays, à créer donc peut-être même une politique en commun qui est celle de l'idée nationale russe, d'une enceinte, d'une forteresse qui se fait attaquer de l'extérieur avec toutes les forces. Là, je vous parle un peu donc, de la vision du monde, de l'optique russe, donc par toutes les forces extérieures, et qui sont là pour chercher à conquérir ce territoire. Parce qu'en fait, la diplomatie russe a quand même un axe qui est tout à fait, qui est tout à fait net, c'est celui de la défense, de la préservation donc, des peuples, des intérêts nationaux, des pays qui ont fait union, justement pour résister au contexte international très agressif, que ce soit dans le Midi, dans le sud russe ou à l'ouest. Et cette idée est un peu l'idée porteuse qui traverse les siècles, si je puis dire, par l'entremise des livres scolaires, enfin des programmes scolaires, de tout ce qui est appris par les petits Russes, par les citoyens donc, de tous les pays issus sortis de l'Union soviétique. Et que, vous voyez, pour ce qui est de moi, en fait, j'ai pas tellement fêté cette fois-ci le 9 mai, parce qu'en principe, il y a toujours
une grande fête. C'est aussi peut-être aussi le contexte du bal des pompiers, vous savez, comme ça a été autrefois en Oui. France, parce que en fait, il y a beaucoup de musique dans les rues, les gens sortent, donc il y a des feux d'artifice, c'est très férié, la ville est très belle, que ce soit à Moscou, que ce soit à d'autres villes, parce qu'en principe, il y a aussi le ruban donc, qui est arboré par les Russes, donc à couleur de flamme, donc de fumée, donc Le ruban de orange, Saint-Georges. Oui. noir, vous voyez, donc ce qu'on appelle le ruban de Saint-Georges. Et donc, qui est interdit d'ailleurs dans les pays tels que la Lituanie, la Lettonie, enfin tous les pays baltes, où enfin, en principe ce symbole est celui, donc peut-être, enfin comme les autorités locales le disent, de l'occupation russe. Voilà. Et ils préfèrent porter la tulipe, si je m'abuse, enfin, parce qu'en principe c'est opposé, si vous voulez, au ruban de Saint-Georges. Alors tout ça pour... ah non, ouais, la tulipe, pas l'œillet. L'œillet, c'est plutôt russe. Alors tout ça pour dire que, en fait, j'ai été dans le Midi, j'ai été dans le sud russe, chez les Cosaques, parce que je suis aussi colonel cosaque pour donc la communauté cosaque des non-alignés, parce en principe, il y a deux communautés cosaques, dont une officiellement reconnue par l'État et qui est plus ou moins la seule, si je puis dire, donc en tant que fonctionnaire, Mhm. et les gens, enfin, qui sont des fermiers, enfin des paysans qui ont créé, enfin, si vous voulez, une sorte d'association de Cosaques qui ont aussi leur grade à paramilitaire, et dont je fais partie. Enfin, parce qu'en principe, ma famille euh, tire ses origines du sud de la Russie, aussi bien que du Caucase du Nord. Donc vous êtes colonel cosaque. Je suis colonel Ça, c'est Cosaque, chic. Cosaque, ouais, absolument, ouais. C'est le cas. D'ailleurs, on a un représentant en France. Donc, de ce point de vue, c'est très sérieux, tant plus que, si vous voulez, c'est pas une histoire de pacotille, compte tenu du fait qu'il y a beaucoup de Cosaques qui combattent sur le front à l'heure qu'il est, et que si vous prenez donc des bourgs cosaques, enfin des villages qui sont habités par les Cosaques dans la région de Krasnodar, il y a quand même il y a pas moins de 50% de défectifs humains qui est parti sur le front. Enfin, je Voilà. parle de la gente masculine, ça va de soi. Moi. Il y a aussi des femmes. Tout ça pour dire que le contexte méridional russe est très intéressant. Et que, par exemple, plus vous allez dans le Midi, plus vous gagnez le Midi russe, plus vous sentez un peu donc la tension monter et le front se rapprocher. Il ne s'agit pas que du front ukrainien, il s'agit aussi donc du contexte de l'éternelle opposition, si je puis dire, du monde soi-disant turc, parce qu'en fait, il y a eu plus de 12 guerres avec la Turquie, avec la région de Krasnodar. Hmm. Là, c'est très sérieux. Je dis pas musulmans, parce qu'en principe, il y a des musulmans. En Russie, il y a plus de 20 millions de musulmans. C'est vrai que les Cosaques sont tous, et ils en sont fiers, orthodoxes, et que pour eux, la cause russe, c'est la cause orthodoxe. Ce qui n'est pas forcément, et ce qui n'est pas du tout l'idée de l'État russe. Hmm. Parce que l'État russe, si vous voulez, est quand même un État laïque. On n'a pas suivi les idées donc, du tsar, qui, lui, enfin, à l'époque des empereurs, voulait que l'orthodoxie soit de mise pour toutes les troupes russes. En fait, il y avait aussi de musulmans, il y en avait peu. Hein. Je crois qu'il n'y a pas si longtemps que ça, vous avez inauguré d'ailleurs la plus grande mosquée d'Europe à Moscou. Ouais, c'est vrai. Gigantesque. Il y a beaucoup de mosquées d'ailleurs en Ouais. Russie. Si vous allez dans les régions du Tatarstan ou dans le Caucase, vous verrez beaucoup de mosquées. Donc, de ce point de vue, enfin, une fois de plus, on est quand même un pays laïque, on a beaucoup de religions, mais enfin, il y a aussi la grande idée de Poutine, euh, qui d'ailleurs l'a mis noir sur blanc, qu'en principe, les Russes, en tant qu'État, pas en tant qu'ethnie russe, mais enfin, je veux dire, la Fédération de Russie, défend les grandes religions et les systèmes éthiques issus donc, du contexte religieux, enfin, des systèmes traditionnels. C'est-à-dire, vous pouvez très bien être athée, mais vous pouvez quand même avoir les valeurs familiales et un peu cette approche généralisée donc des pays si je puis dire, de religion judéo-chrétienne et musulmane. Enfin, je veux dire, il faut absolument que vous respectiez quand même les normes éthiques issues des 10 commandements et donc qui sont générés par le contexte civilisationnel européen ou eurasiatique plus exactement. Enfin, vous ne le suivez pas, donc vous n'avez pas pignon sur rue en Russie, parce qu'en fait, Hmm. c'est l'idéologie officielle, défendre les valeurs traditionnelles. Alors, les Cosaques et les peuples donc du nord du Caucase, parce que en fait j'ai été dans le Krasnodar et ensuite j'étais descendu plus dans le Midi, à Napa. Napa étant déjà un bourg assis sur la mer Noire, donc très proche donc, du pont
du grand pont Crimin allant donc en direction de la Crimée, à peu près à 10 bornes du pont. Eh bien donc, si je puis dire, là, la fête de la victoire a été très intéressante. Elle a été, pour moi en tout cas, elle a été organisée dans le contexte scolaire, parce qu'en fait, il y avait quatre ou cinq écoles qui sont attelées à la tâche, et les enfants qui ont créé, enfin, ont fait tout un concert énorme. Enfin, il y avait aussi une soirée de gala juste après, à plus de 500 personnes présentes dans la salle. Donc, je dis pas des petits, enfin, il y avait quand même aussi des enfants pas en bas âge, mais de 7 ans, 8 ans, allant jusqu'à 16 ans, 17 ans, donc qui faisaient donc la récitation, enfin qui récitaient des poèmes, donc poésie. Ensuite, il y avait aussi des danses populaires russes, cosaques, donc du Caucase du Nord, et tout ça baigné dans un contexte, si je puis dire, national, patriotique. Alors tout ça, je ne sais pas si vous pouvez trouver l'équivalent de ce que je viens de vous raconter en Europe actuelle, en Europe occidentale. Je crois que c'est inexistant à l'heure qu'elle est. Et si vous lisez, ça a été le cas dans le temps, il y a à peu près 50 ans, voire plus. Et j'en ai vraiment profité parce que je peux très bien faire une analyse comparative avec ce que je connais en Europe. Alors vous voyez finalement l'idée qu'on peut tirer de cette fête que la Russie campe solidement sur ses positions. Je parle du peuple et pas en tant que propagandiste. Mm. Je ne le suis absolument pas. Je ne travaille pas pour le Kremlin. Je suis journaliste, analyste, professeur à l'Académie des sciences internationales du ministère des Affaires étrangères de Russie, mais je ne travaille pas pour le Kremlin. Et donc je peux vous dire que euh, les gens épousent vraiment les idées que vous voyez, donc par exemple, si vous regardez la télévision russe, il n'y a pas de propagande officielle donc qui se scinde, si vous voulez, qui est différente, qui se stratifie par rapport donc à ce que pensent les gens dans les Russes, ce qui a été le cas par exemple à l'époque brejnevienne, à l'époque donc de l'Union Mm. soviétique. Je me rappelle un peu, hein. Non, non, absolument pas. Les gens, généralement, enfin, si vous voulez, grosso modo, croient bien à l'idée donc de la défense du sol russe, du territoire national, donc de ce contexte, si je puis dire, ouest-européen agressif et même, dirais-je, hostile par rapport à la Russie, ce qui est différent, ce qui est vécu différemment par rapport à ce que les Américains peuvent apporter à la Russie. Vous voyez, donc les Russes peuvent être vraiment très délicats. Et il voit bien un changement de vent, enfin de direction, Mm. depuis que Trump s'est installé aux commandes, sans que vraiment les gens fassent confiance à Trump. Mais par exemple, ils se moquent royalement de Macron, qui, à tout bout de champ, met la charrue devant les bœufs, comme on dit, enfin, vous sort quand même je dirais, des propositions farfelues, enfin des ultimatums à dormir debout, donc des idées de type demain on enverrait des troupes en Ukraine, voilà, on va obliger la Russie, on va lui forcer la main de faire ce qu'on veut, nous autres Européens. Vous voyez, donc les gens Vous rigolent. croyez, vous y croyez, ces ultimatums, vous qui êtes spécialiste en géopolitique et en défense? Je rappelle que vous avez fait même l'IHEDN en France. Est-ce C'est que le cas, ouais. vous y croyez ou vous avez l'impression que c'est juste de l'esbrouf, comme on dit en Du, pop- français, du vent de la part d'Emmanuel Macron? ouais, du pipeau, quoi. Ouais. Vous voyez, à Du mon pipeau, sens, oui, c'est ça. Est-ce que vous pensez que ouais, c'est du pipeau j'ai pris un ou... moment de réflexion parce qu'en fait, vous voyez, c'est quand même. La réponse est plutôt nuancée. Parce qu'en principe, je me suis fait fort à plusieurs reprises de citer mes sources en disant donc qu'il y avait des forces spéciales, par exemple le 13e régiment des hussards France, ça va de soi, dans la région de Mariupol, avec quand même des plongeurs d'élite et donc des professionnels qui ont défendu Mariupol et l'usine d'Azovstal. Je ne vous dis pas que vous devriez le prendre pour la bonne parole. Enfin, je vous Je- dis juste que j'avais mes ressources qui l'ont affirmé. Et puis, si vous voulez, ce qui était corroboré par les faits, parce qu'en principe, il y a eu des opérations, enfin des essais de sauvetage des gens qui étaient isolés, qui étaient pris, finalement, ils étaient pris d'assaut par les troupes russes. Donc, ils tenaient la dragée haute dans les ruines de l'usine d'Azovstal. Et que donc ensuite on a trouvé donc si vous voulez, des insignes, des pattes d'épaule des légionnaires français. Enfin ça oui, il y en avait, hein. Et donc de ce point de vue, si Mais vous là, voulez, c'est à titre volontaire, c'est pas envoyé par l'État français. bah ça, je n'en En tout sais cas, rien. officiellement. Officiellement, Parce que oui. si officiellement, ils ne sont pas envoyés.
Parce que il y a des Français qui combattent, si j'ai bien compris, certains en tout Vous cas, voyez, donc des deux côtés d'ailleurs. de ce point de vue, j'ai eu affaire donc à des anciens militaires français Mhm. qui m'ont affirmé donc qu'il y avait des gens qui étaient envoyés par l'État français. Et par exemple, le président peut très bien le faire, je parle de Macron, sans avoir l'accord de l'Assemblée nationale, s'il s'agit donc justement du 13e hussard, c'est-à-dire des forces spéciales, aussi bien que la Légion étrangère. Il ne peut pas envoyer les troupes régulières, ça oui. Et là, il faudrait l'aval de l'Assemblée. Il ne peut pas risquer une telle opération parce que demain, il souffrirait donc de... Et si les Français sont capturés, par exemple, il ne peut rien faire. Il ne peut pas reconnaître qu'ils sont là. Et il ne serait jamais reconnu Oui, c'est en jamais tant que reconnu. militaire C'est un grand danger pour de des service, militaires. ouais, vous avez raison. Ouais. Et puis on se rappelle très bien l'exemple de Churchill qui, lui, dans le temps, par exemple, prenait son congé au régiment pour aller combattre dans l'Afrique du Sud, ce qui court les rues. Hein. Donc là, je ne vais pas vous raconter, mais que ce soit les Britanniques ou même les Russes, lorsqu'il s'agissait de la guerre de Yougoslavie, donc qui faisaient pareil, enfin, Ah oui, oui. qui faisaient idem. Donc c'est des professionnels de carrière, mais qui peuvent très bien aller ailleurs. Voilà, donc ce serait à leur dépens, à leur risque, à leur dépens, mais que là, l'État ne saurait reconnaître jamais qu'il les aurait renvoyés. Enfin, ça c'est sûr. D'ailleurs, je souris parce qu'il y a un colonel autrichien, le colonel Tragachnik, que je connais personnellement, on était ensemble en Afghanistan en 2007. D'accord? Et étant un militaire, il parlait franchement. Et il a dit, on lui avait posé une question il y a 2 ans, hein, Aussi carré du haut que du bas, ouais, il comme a on dit, dit. bon, si pour aller combattre en Ukraine, il suffit juste, il a dit, il faut enlever l'uniforme et on y va. On ne veut pas changer Bon, d'uniforme, changer juste. après, on lui a dit, faut pas, faut pas, faut pas parler de cette manière. Mais ce que je veux dire, c'est que si malheureusement c'est les hommes qui partiraient, même s'ils sont de carrière, s'ils partent au combat et qu'ils sont tués, pire capturés, l'État français ne peut rien reconnaître. C'est tant pis pour vous. Absolument. Oui. Tu vois, l'action. D'autant plus que, si vous voulez, j'ai vu des corps avec des drapeaux français. Voilà, donc bleu, blanc, rouge. Parce qu'en fait, vous voyez comment c'est des chevrons, enfin, ce qu'on met Oui. sur le, voilà, sur la manche. Et que, enfin là, il y avait des. En plus, si vous vous rappelez, il y a eu une interview de la radio du Sud, si je m'abuse, donc avec un ancien militaire français qui s'est targué donc d'avoir fait des opérations in extremis dans les tranchées russes. Et il a dit qu'il avait tué de ses propres mains plus d'une dizaine de militaires russes. Là, donc, ça a été une interview qui a été diffusée il y a plus d'un an, donc sur les ondes de la radio du Sud, donc Radio Sud. Et ben, de ce point de vue, je comprends très bien comment ça se passe. Enfin, sans que je cherche à vous raconter des atrocités, parce qu'enfin, tel n'est pas mon but. Voilà, enfin, la guerre, ça tue, ça va de soi. Hein. Donc, quand les civils en souffrent, tant pis, parce qu'en fait, il y a beaucoup de civils qui étaient dans le paysage et qui sont devenus victimes donc de ces hostilités des troupes venues, même pas de l'Ukraine. Et pour vous dire, à chaque fois que les troupes russes se frottent enfin à des troupes de mercenaires, ce qu'on appelle mercenaires quand même, ils font pas de quartier. Parce que là, les Ukrainiens peuvent encore compter sur une certaine compréhension de la part des Russes, compte tenu du fait qu'ils étaient enrôlés de force, très souvent de force, pour pour Et que ce combattre. sont des soldats réguliers. Voilà, on ne leur a pas demandé leur avis. Enfin, on les a juste cueillis dans la rue, et puis juste on les a passés leur treillis, et puis voilà, ils se retrouvent sur le front. Tandis que le mercenaire, c'est quand même des professionnels de carrière qui sont venus apporter enfin le feu, le sang dans les régions, par exemple de Koursk, ce qui n'est même pas l'Ukraine, ce qui est déjà le territoire grand russe, grand russien, comme on dit aussi. Voilà, donc vous voyez, on fait la différence entre les mercenaires et les Ukrainiens. Très souvent, cherchant donc à faire prisonniers donc des Ukrainiens. Ensuite, on peut les échanger, sinon ils restent en Russie sans qu'on les oblige, parce qu'en fait, pour que vous compreniez bien, il y a plus de 10 millions d'Ukrainiens ethniques vivant en Russie à titre, enfin à plein temps, à titre permanent, et que pour nous quand même c'est un peuple fraternel, et un peu comme même pas comme des Italiens par rapport aux Français, mais beaucoup plus que ça. Enfin, un peu peut-être comme les gens de Provence par rapport aux gens du Nord. Donc ça, euh, c'est pas moi qui l'ai dit d'ailleurs, c'est le général qui l'a dit. Je parle du général de Gaulle qui a dit que l'Ukraine, c'est les Bouches-du-Rhône de la Russie. Alors voyez bien, le général savait bien ce qu'il disait. Hein. Tout ça pour dire que le contexte est très spécial. Les Russes, en fait, se sont retrouvés maintenant beaucoup plus solides par rapport à ce que ça a été il y a par exemple 2 ou 3 ans. Voilà, s'étant débarrassé donc des idées cosmopolites,
ça c'est le cas de le dire, donc de ce grand rapprochement de l'Occident qui a été le nôtre pendant au moins 20 ans, voire plus. Qui plus est, ce que je constate en tant qu'analyste militaire, qu'un professionnel de l'international, je vois bien les jeunes, parce que je fais très souvent les conférences générales devant les jeunes, et que quand même j'enseigne à l'université, puis je fais souvent aussi des tournées en province lorsque je suis invité par les préfets, voilà, pour faire des présentations, enfin des conférences à l'école. Et que ce que je vois, que les jeunes maintenant sont beaucoup plus solidaires par rapport à la position des adultes, par rapport à ce que ça a été il y a encore 10 ans. Il y a 10 ans, par exemple, les jeunes se croyaient ouverts au monde. Ils croyaient qu'ils pouvaient vivre où ils voulaient, que tout le monde, enfin, que le monde leur souriait, qu'ils pouvaient très bien partir aux États-Unis, revenir en Russie, que le monde était plus ou moins cosmopolite aussi bien qu'eux-mêmes dans leurs idées, donc ouverts un peu donc à leur présence. Et puis maintenant, ils ont constaté qu'il n'en est rien, qu'en fait, il y a quand même une attitude hostile par rapport à la Russie de la part de l'extérieur, que ça ne date pas d'aujourd'hui, parce qu'en en fait, il y a beaucoup de gens qui ont révisé leurs classiques, qui ont vite fait découvrir que ça a été un peu l'état d'esprit des Occidentaux il y a encore 50 ans, voire 100 ans, voire plus. Par exemple, pour que vous compreniez bien, là, M. Kuzmanovic, laissez-moi juste finir l'idée parce que ça c'est important, à mon sens en tout cas. Il y a une approche de l'histoire de l'armée française qui est différente à l'heure qu'il est par rapport à ce qu'elle a été il y a encore 10 ans. Par exemple, avant, on mettait plus, si je puis dire, on faisait plus valoir l'idée, par exemple, de la grande amitié donc des armes au temps de Normandie-Niemen, enfin de l'escadrille française qui Mm. combattait ensemble avec les troupes russes, l'armée de l'air russe. Maintenant, on raconte très souvent les histoires, par exemple, de la deuxième bataille de Moscova qui a été organisée par les troupes des SS, donc volontaires français, donc de la division Charlemagne, donc qui est allé combattre ensemble avec Hitler sur les champs russes et qui en fait a essayé de rejouer, de refaire le tour de la bataille de Moscova, et que donc ils se sont fait battre à plat de couture cette fois-ci. Je ne peux pas vous dire que ça a été le cas Non. lors de guerre napoléonienne, parce qu'en fait le champ de bataille restait français, les Russes étaient partis, ça c'est vrai. Ouais. Que pour les Mais en Russes, termes de... Oui, c'était un peu comme un match nul. je sais très bien, ouais. Oui. Mais que cette fois-ci, lorsque les SS volontaires français donc, ont essayé de refaire le tour, enfin ça n'a pas marché du tout. Hein. Ça a été vraiment la bérésina, le cas de le dire. Et que en plus, on raconte maintenant beaucoup ce qui a été caché, plus ou moins, je dirais, dissimulé, même euh, peut-être un peu estompé, qui a défendu par exemple le Reichstag, c'est-à-dire le Parlement allemand à la fin de la guerre, parce qu'en fait c'était des volontaires français, c'était pas des Allemands qui l'ont fait à Berlin, qui ont combattu jusqu'à la mort. Enfin, il y avait plus de 800 volontaires de la division Charlemagne qui l'ont fait. Hein. Maintenant, les Russes, si vous voulez, apprennent beaucoup de choses. Et qui plus est, ils comprennent qu'en fait, il y a une vision d'histoire qui leur a été donnée à l'école et une autre qui est vraie et qui explique beaucoup de choses à leur clé. Et la version explicite des faits qui, en fait, nous laisse comprendre pourquoi donc un peu cette approche, pourquoi ce désir de continuer coûte que coûte. Hein. Parce qu'en fait, par exemple, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, ouais, il y a quand même, il y a des choses contradictoires. Je comprends très bien qui peuvent être vécues différemment par rapport à votre camp, enfin, où vous êtes. Mais par exemple, lorsque vous voyez les gars se promener avec des torches, donc en arborant donc des croix gammées, enfin voilà, des swastikas, ou par exemple en faisant incendier les gens donc avec du kérosène, enfin là, vous ne pouvez pas dire qu'il s'agit d'une position qui doit avoir pignon sur rue, qui peut être acceptée, parce qu'en fait, c'est quand même c'est des actes nazis qui doivent être, si je puis dire, neutralisés par tous les moyens. Lorsqu'il y a des vidéos comme ça et que les Occidentaux ne réagissent pas et disent voilà, le régime de Kiev est parfaitement abordable et qui plus est, donc peut très bien exister, alors là, on est tétanisé, si je peux dire, vitrifié. C'est le cas de le dire. Parce qu'en fait, si vous voyez ce que Poutine a proposé, sans que je cherche à vous gagner à ma cause,
Il a dit, surtout le 11 mai par exemple, il a répété une fois de plus, ça a été la conférence de presse, même pas une conférence, parce qu'en fait elle a juste fait la déclaration, ça a été à 1 heure du matin, je ne sais pas trop pourquoi, elle a dit on veut dénazifier l'Ukraine. Il ne s'agit absolument pas de la rendre russe. Mais rien, mais que nenni, il ne s'agit pas vraiment de la transformer en territoire russe. D'ailleurs, moi-même, j'y suis, subjectivement parlant, profondément hostile. Parce qu'en fait, au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous allez voir des gens qui vont vous traiter d'occupant, enfin de Mm. quelqu'un qui un peu, donc, vous allez vivre l'histoire de Sarre, si vous voyez bien ce que je veux dire. Mm. Avec ça, je sais très bien ce que les Français ont fait pour les Allemands dans la région de Sarre, du point de vue positif, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été, qui a été construit, enfin, qui a été fait pour les Allemands, mais ils n'ont pas apprécié du tout, parce qu'ils voulaient quand même être indépendants et puis rallier un peu la bannière allemande. Euh, et que de ce point de vue, tout ce que cherche maintenant Poutine, c'est vraiment qu'il n'y ait pas d'idéologie nazie euh, contraire, hostile au principe, si je puis dire, de l'ONU, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas vraiment charpenter, créer une idéologie officielle en faisant valoir que vous pouvez vraiment, je sais pas moi, euh, épouser ce qui a été présenté dans le Mein Kampf, qu'une nation est supérieure à une autre nation qu'il y a de nations ennemies, etc., etc. Est-ce que, en fait, ce qu'on est en train de faire à Kiev, ce qu'ils sont en train de faire à Kiev, et que donc ensuite Poutine a demandé le référendum. Il a dit qu'il faudrait qu'il y ait un référendum et que les gens puissent se prononcer en Ukraine pour savoir ce qu'ils veulent vraiment. Et qui plus est, enfin, en troisième lieu, il a dit, voilà, il faudrait qu'il y ait quand même une structure internationale, une sorte de, comment dire, de gouvernement, enfin, comme au temps de 1945, qui puisse quand même créer un gouvernement transitoire pour donc régenter ce territoire ukrainien. Il n'a pas dit, attention, il n'a pas dit russe, il n'a pas dit russo-biélorusse, il a dit international, dans le cadre de l'ONU. Et ces idées-là n'ont jamais été acceptées par l'OTAN. Voilà. Par rapport à ce que vous avez dit, peut-être vous avez entendu récemment la Cour européenne des droits de l'homme a condamné les violences faites à Odessa en 2014 en disant que c'était un mouvement d'extrême droite et qu'il n'a pas été poursuivi après par le régime. Bon, c'est un petit peu, c'est 11 ans, 11 ans, c'est longtemps après, mais quand même, ça a été reconnu. Je voulais vous dire que moi je suis quand même surpris par ce que vous me dites, et vraiment même très étonné, parce que vous parlez de sentiment de forteresse et d'être attaqué, mais en fait vous ne parlez que de l'Occident, parce que moi j'ai fait, j'ai couvert ce 9 mai, et moi j'étais absolument frappé par l'internationalisme. Parce que Par là, aussi, l'internationalisme, parce qu'en fait, il ressort de la situation où on est actuellement à l'évolution géopolitique que c'est plutôt l'Europe qui est en train d'être comme une forteresse qui s'est auto-créée elle-même, qui se coupe du reste. Parce que ce 9 mai, il y avait quand même 29 chefs d'État, puis il y a la Chine, le Vietnam, le Lula du Brésil, plusieurs pays d'Afrique, d'Amérique latine, le Burkina Faso, enfin, il y a vraiment beaucoup de... Le monde était là, beaucoup plus qu'à Kiev. sûr. Dans les rues de Moscou, alors vous avez dit, bon, comme il n'y a pas le- la marche des immortels telle qu'elle avait lieu avant la guerre, parce que, en plus il faisait froid, donc c'était plus compliqué pour rester dans la rue et chanter, mais il y avait énormément de Palestiniens, de Mexicains, même des gens qui n'étaient pas représentés par leur chef d'État ici, beaucoup d'Indiens, bon, ils n'étaient pas là, Modi n'était pas là à cause de la guerre en ce moment entre l'Inde et le Pakistan. Ça semblait très international, parce que vous me parliez tout à l'heure des jeunes qui ont le sentiment d'être... Si, ils peuvent voyager, j'ai l'impression qu'il y a, au sein des BRICS, justement, le reste du monde, ce qui est fermé à la Russie, c'est l'Europe, principalement. Un peu les États-Unis, mais le reste du monde semble ouvert. Donc j'ai... Je comprends, M. Kuzmanovic, mais juste pour, comment dire, pour répondre à votre réplique, ce que je vous dirais, donc déjà en premier lieu, on parle de la fête de la victoire. Alors là, la fête de la victoire est vécue, ce que je voulais faire ressortir, autrement par la génération moderne, par rapport à ce que ça a été, par exemple, il y a 20 ans, il y a 30 ans, parce qu'en fait, on se croit être un peu dans le même contexte qui a été celui de la lutte contre le nazisme. Hmm. Et là, si vous voulez, il y a bien sûr un contexte international, et surtout l'union avec les pays de l'Asie, les pays africains, les pays latino-américains.
Mais ce qui, si vous voulez, ce qui demeure, si je peux dire, l'axe central des idées, enfin, de la philosophie russe, c'est un peu cette opposition, pas que par rapport aux pays européens, mais enfin à tout le bloc de l'OTAN, qui représente quand même 32 pays. Et si je veux bien, c'est beaucoup plus que 32 pays, parce qu'en fait, il y a aussi 30 pays, plus 30 pays qui ont fait alliance avec l'OTAN, ce qui nous ramène à un chiffre de 62 pays. Et ces 62 pays, parce que 30 pays qui ont le statut, soit veulent avoir le statut de MNNA, Major non NATO Ally, c'est-à-dire l'allié de l'OTAN, non membre de l'OTAN. Alors de ce point de vue, la Russie est parfaitement consciente qu'elle fait front, si vous voulez, quand même à une pression tout à fait terrible, avec plus de 14 000 sanctions sans changer notre vie, parce qu'en fait, vous voyez bien, parce que vous promenez un peu à travers les rues de la capitale, puis bon, vous voyagez où vous voulez, qu'en fait, la vie normale continue et qu'il y a toujours autant de voitures, des biens, des denrées alimentaires, de tout ce que vous voulez. Mais ça ne nous réjouit absolument pas, parce qu'on voit vraiment des dizaines de pays qui sont hostiles sans qu'on comprenne trop pourquoi. Donc à ces idées qui, pour nous, sont un peu la clé de voûte, si je puis dire, de notre philosophie. Vous voyez quand même, M. Kuzmanovic, je ne dis pas que l'idée de la forteresse soit à l'opposé de cette union qu'on essaie de faire avec les anciennes colonies, parce qu'une autre version des faits que, par exemple, on épouse, c'est celle si vous voulez, des pays occidentaux qui étaient des ex-pays coloniaux, par exemple, qui ont colonisé l'Afrique. Alors, par exemple, vous avez beaucoup de pays africains, surtout la soi-disant France-Afrique, qui a trouvé un nouveau phare représenté par la Russie, absente depuis 30 ans en Afrique, et ensuite qui a regagné le contexte africain. C'est qu'il y a plus de 5 pays, voire plus, le Tchad, le Mali, donc la République centrafricaine, Burkina Faso, Nigeria, et j'en passe. Donc le Tchad étant d'ailleurs, si je peux dire, la base centrale des opérations françaises en Afrique, que ce soit pour le Daguet, que ce soit pour Sangaris, pour d'autres opérations, et qui se retrouvaient maintenant un peu dans l'orbite russe, sur l'orbite russe plus exactement. Alors tous ces pays-là sont bien sûr représentés en Russie, mais je vous dis représentés pour le fait, parce qu'en fait il y a des diplomates, il y a des gens qui viennent, il y a aussi des échanges au niveau scolaire, au niveau universitaire, mais pour nous, si vous voulez, c'est une idée donc quand même de la fin de la période coloniale états-unienne, parce qu'en fait la Pax Americana pour nous est plus ou moins le développement logique, enfin la conséquence, si je puis dire, de cette histoire de colonie. Et on a maintenant une vision plus ou moins prononcée des faits, avec les idées fascistes découlant quand même de l'époque des colonies. Je veux dire, avec quand même des représailles qui ont été menées contre les armées indigènes, contre les autochtones qui habitaient les pays de l'Asie ou de l'Afrique. Alors, pour nous autres, les Russes, tous ces pays-là sont frères, parce qu'en fait, eux aussi, ils ont combattu l'Occident. Et que lorsque je parle de l'idée de la forteresse, c'est vrai que l'espace eurasien est immense, c'est énorme, mais que par exemple, on a aussi une vision de la Chine qui doit faire face à AUKUS. C'est très bien ce que c'est. Oui. Donc c'est quand même une alliance militaire. Et Australie, United oui, Kingdom, oui, c'est ça. Ouais. Royaume-Uni, c'est pour donc les auditeurs, parce Australie, que tout le monde ne connaît pas AUKUS, justement. Canada, donc Oui. États-Unis, et donc une alliance militaire. Le concept géostratégique qui est tout à fait officiel d'ailleurs des États-Unis de 2022, si je m'abuse, qui de façon prononcée, donc pointe le doigt sur la Chine en disant voilà, la Chine, aussi bien que la Russie, c'est des ennemis prononcés, c'est des ennemis presque jurés. Enfin là, il n'y a pas quand même ce terme-là. Ils disent, je crois, adversaire des États-Unis. Voilà. Sans parler de la déclaration de Washington du 10 juillet 2024, qui est tout à fait étonnante. Là, si vous voulez, c'est un puissant euphémisme, hein, au grand V. Parce qu'en fait, lorsque je dis étonnante, vous prenez par exemple l'article 13, la clause 13 de la déclaration du 10 juillet 2024, eh bien, il est écrit, noir sur blanc, que si par exemple il y a un pays attaquant un pays ami de l'OTAN, pas membre de l'OTAN, attention, ami de l'OTAN, avec une opération hybride, pas avec ses forces alliées, avec ses forces armées, juste de façon hybride. Alors, l'OTAN peut très bien donc faire fonctionner la clause 5 donc, du traité de la sécurité collective. Voilà, enfin, c'est-à-dire attaquer le pays qu'il croirait être l'adversaire d'un pays ami de l'OTAN.
Si je traduis, si je puis dire, du langage diplomatique si vous voulez, en langue normale, ça veut dire que si jamais je reconnais quelqu'un à mon adversaire, je peux très bien l'attaquer avec toutes les forces que j'ai, sans qu'il le sache ou sans avoir prouvé, par exemple, je sais pas moi, dans le cadre onusien ou du tribunal international, que j'ai raison. Ce qui nous ramène un peu à l'histoire de l'Irak. Vous en souvenez très Bien bien, parce sûr. que, en fait, euh, un monsieur qui a juste balancé une fiole remplie d'une substance, enfin, d'une poudre Colin blanche, en Powell. disant voilà, c'est une preuve tangible que les Irakiens sont mauvais, parce qu'en fait, c'est quelque chose de tout à fait nocif et que ils auraient tué plein de monde avec cette poudre, et puis et puis on découvre que c'est rien, quoi. C'était vraiment, je sais pas moi, du sucre, enfin, qu'est-ce qu'ils ont mis dans la fiole? C'est quelque chose de tout à fait neutre, c'est-à-dire ils ont trompé. Si je peux dire l'ONU, tout le monde le sait, mais personne n'a réagi à l'heure qu'il est. Parce qu'en fait, les États-Unis ne sont jamais fait, si je peux dire, blâmer pour avoir en fait cassé un pays, avoir pendu un président élu de façon officielle dans sa propre capitale. Sans que je parle de M. Milosevic, qui s'est vu administrer donc un médicament qu'il n'a jamais demandé, qui lui a été prescrit d'ailleurs par le médecin de l'ambassade des États-Unis lorsqu'il se trouvait encloîtré donc par le tribunal international. Et, enfin, je dis pas que sa mort ait été provoquée par ce Hmm. médicament, mais il n'a jamais. Sinon, il y a Kadhafi. Pareil pour Kadhafi. Muammar Kadhafi, ce qui est tout à fait flagrant, se fait tuer de façon barbare, on le sait très bien. Et on a vu par exemple Hillary Clinton qui disait, voilà, en regardant en direct le meurtre d'une personne âgée de plus de 60 ans, donc qui s'est fait poignarder enfin, vous voyez bien, où ils lui ont planté le poignard, le couteau, ben, et voilà, Hillary Clinton, donc en regardant tout ça, a vraiment soulevé, je crois, sa coupe de champagne en disant, voilà, c'est le triomphe de la démocratie directe. Hmm. Alors, si c'est pas du nazisme, je suis le pape de Rome, hein. Vous savez, vraiment, ça ne tient pas la route, hein. Alors, de ce point de vue, on sait très bien à qui on se frotte. On l'a vu parce qu'en fait, il y a beaucoup d'actes tout à fait criminels, et pas que des troupes ukrainiennes, mais aussi des mercenaires étrangers perpétrés, que Dans ce la soit région de dans la Kursk. région de Kursk ou ailleurs, dans le cadre de la guerre ukrainienne, et que, bien sûr, vous voyez, je suis un peu heureux parce qu'en fait, ça ramène des émotions. Et qui plus est, je suis souvent sur la ligne de front, alors je l'ai vu de mes propres yeux, et puis je parle des combattants qui font partie des troupes cosaques et autres. Et pour tout vous dire, bien sûr qu'on ne peut pas le vivre tranquillement, hein, que par exemple, même quand on voit les Ukrainiens massacrés sur la ligne de front parce qu'il y a plus d'1 million de tués ou d'estropiés ukrainiens, eh bien, pour nous aussi, c'est des gens qui, il y a encore 30 ans, avaient le même passeport que nous. Enfin, on sait très bien qui a lancé cette guerre. Boris Johnson, par exemple, qui a demandé, qui a ordonné à Zelensky de ne pas faire négociation avec les Russes, mais de continuer la guerre, de pousser avec la guerre. Ça En a été, hein, mars-avril 2022. la perfide Justement, à je voulais y Lyon. venir. Tout à C'est fait. intéressant parce que vous considérez toujours les Ukrainiens comme des frères, c'est-à-dire malgré le conflit. Il s'est déplacé à Kiev et il l'a dit comme ça, parce que c'est même pas caché. On peut très bien le trouver via Internet, Oui, via le oui. réseau. Donc il a dit, voilà, non, non, vous poursuivez les actions militaires. Lorsque Zelensky lui a posé la question, est-ce que je peux faire la paix avec les Russes? Est-ce que je peux lancer des négociations? Il a dit, non, non, pas du tout. Mais d'ailleurs, justement, cette conférence de presse dont vous avez parlé Oui, de Vladimir Poutine, du président russe, il y a quelques jours, samedi soir, en pleine nuit, on a tous resté un peu éveillés jusqu'à 3 heures du matin. Effectivement, j'ai toujours pas compris pourquoi c'était fait aussi tard, mais bon, peu importe. En gros, il a dit 3 ans étaient perdus inutilement avec beaucoup de morts, et on revient à Istanbul. D'après vous, parce que la dernière fois quand on s'est parlé, vous avez dit qu'en raison en particulier de la position des Européens, oui, euh, tout ça finira par une capitulation de Kiev et sûrement une avancée de la Russie jusqu'au Dniepr et peut-être la prise d'Odessa. ça se peut, oui. Ça se peut. Est-ce que vous pensez que c'est toujours ça, le destin? Est-ce que, puisqu'on a des analystes militaires qui voient une concentration de forces russes plus importante encore qu'il y a un an, que des positions stratégiques ont été prises dans les 6 dernières semaines, que certains considèrent préparatoires à une offensive de printemps-été, d'été en fait, maintenant, à la mi-mai. Et en même temps, on a les Européens qui disent 30 jours d'arrêt de conflit, proposition du président que les négociations Poutine soient prises
reprennent des négociations euh, Conditions. sans conditions. Donc sans les conditions des 30 jours d'arrêt de combat à Istanbul. Zelensky qui dit « Moi, je vais aller à Istanbul, j'attends Vladimir Poutine là-bas ». C'est très chaotique. Je pense qu'il y a beaucoup de fumée de part et d'autre. Vous pensez que... Est-ce qu'en fait, rien ne change et la guerre va continuer, ou peut-être qu'il y a une petite fenêtre pour une négociation? En fait, c'est assez opaque lorsqu'on observe l'extérieur. Oui. Mais tout ça pour vous dire que déjà, il faut faire la part des choses. Il faut voir les choses en clair. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment des personnes habilitées qui puissent me contredire si je disais, parce qu'en fait, c'est reconnu même par les Américains et par la presse militaire officielle, enfin par les journalistes militaires, que l'armée russe est maintenant la meilleure du monde. Pour un fait qui est tout à fait flagrant, c'est la seule armée qui a maintenant la connaissance, l'expérience, donc pas des manœuvres, mais de la guerre à grande échelle, sur un front de plus de 2000 km. Et tout C'est en ça, gros ce qu'a reconnu le général Cavalli, commandant de l'OTAN américain, devant le Sénat américain. bah oui. Et par exemple, il n'y a pas d'armée en Europe à l'heure qu'il est qui puisse faire ce genre d'opération, parce qu'en fait, il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de gens aguerris, il n'y a pas de gens habilités, il n'y a pas de gens donc qui ont fait un peu, qui sont passés, si je puis dire, par cette sélection tout à fait mortelle donc d'un conflit qui dure depuis 3 ans, parce qu'en fait, bah, c'est simple, ça passe ou ça casse. Vous avez des gens qui survivent donc au feu, il y a d'autres qui sont morts, qui sont mortes lors du premier combat, et donc c'est comme ça que vous avez des combattants habilités, donc qui ensuite peuvent apprendre à d'autres comment faire la guerre. Alors de ce point de vue, la Russie n'a aucun intérêt à accepter des conditions qui ne lui sont pas favorables, pour un simple fait que là, comme on est passé aux armes, les Russes savent le faire mieux que les autres. Enfin, la deuxième armée étant On peut l'armée dire ukrainienne, ça va de soi. d'autant plus que l'armée russe gagne, pourquoi s'arrêter? On peut le dire. Bah, très souvent, la réplique qu'on entend très souvent, que les Ukrainiens sont aussi très forts, enfin ça c'est les combattants russes qui le disent, parce qu'en fait ils sont frères, qu'ils ont la même façon de combattre, qu'ils ont fréquenté les mêmes écoles militaires, et c'est pour ça que, si vous voulez, qu'on en veut à mort aux Occidentaux qui en fait ont lancé une guerre fratricide, c'est-à-dire des uns contre les autres, sachant très bien que pour combattre les Russes, il faut trouver d'autres Russes. Ce qui a été fait par la MI6, renseignement britannique, et d'autres, si je puis dire, services spéciaux. Et c'est un peu, si je comprends bien, la cause qui est défendue par Macron, qui veut bien continuer, pousser jusqu'au bout, et en fait qui anéantit par ce fait-là la nation ukrainienne. Enfin là, je vous présente ma version subjective, mais si je parle de façon euh, si je m'évertue en tout cas de parler de façon un peu plus objective, bah, je vous dirais que les Russes ne vont pas accepter, hein. Ils ne vont pas accepter qu'il leur soit imposé quoi que ce soit. Vous prenez par exemple le porte-parole de Poutine qui s'appelle Dimitri Peskov, Oui. qui est d'ailleurs une personne de très haute compétence, et je ne le dis pas juste pour l'encenser, enfin pour présenter les choses en bien, mais par exemple il parle très bien couramment anglais, il parle turc, qui pesait, il a plus de 2 formations à son actif, plus d'une corde à son arc, et qu'il a dit il ne faut surtout pas lancer des ultimatums contre la Russie. En fait, ce n'est pas un langage à prendre lorsqu'on parle à la Russie. Parce que, en fait, il y a une chose qui a été, si je puis dire, élucidée par l'un des officiels de presse, je dirais donc de la Russie, et je parle par exemple d'une telle source comme Russia Today. Russia Today, qui est connu à l'étranger, c'est le média officiel, du Kremlin. Eh bien, l'ancien chef de l'académie, dont je fais partie, de l'académie du ministère des Affaires étrangères, M. Yakovenko, s'est fait fort de présenter, si vous voulez, un article que je trouve fort intéressant, qu'on peut lire dans la presse, qui met en valeur donc le nouveau principe, le nouveau principe, donc par excellence, de l'existence de la Russie. Qu'est-ce qu'il a mis, Yakovenko? Il n'a fait que déchiffrer un peu le message de Poutine. Parce qu'en fait, depuis 300 ans, la Russie a suivi plus ou moins la ligne eurocentriste, c'est-à-dire on avait une vision, une philosophie, une ligne politique plus ou moins axée sur l'Europe. Ce qui n'est plus le cas. Et ce qui n'est plus le cas depuis juste 2 ans. Vous voyez bien, parce qu'en fait, Vous dites, vous pensez que c'est fini. Oui. 300 ans d'affilée, c'est-à-dire à partir de l'époque de Pierre le Grand, on a été très rattaché à l'Europe. Et maintenant, non. On se croit être une civilisation à part entière.
tout à fait indépendante par rapport à l'Europe, une civilisation eurasienne, donc qui veut bien faire la pluie et le beau temps chez soi, sans donc faire allusion à quoi que ce soit se passant au niveau européen. Qui plus est, on va C'est une avoir grande rupture civilisationnelle, c'est ce que vous annoncez là. et on veut avoir une attitude tout à fait différente par rapport à l'Europe et aux États-Unis, par rapport à ce que ça a été avant, lors du temps de Brejnev, enfin je sais pas moi, de Khrouchtchev et d'autres. C'est-à-dire, on n'a aucun intérêt, compte tenu du fait qu'on a maintenant toutes les forces et tous les moyens qu'on a mis de notre côté, donc à réagir au contexte international comme Staline lui-même ne pouvait pas faire. Vous voyez, donc au lendemain de la Grande Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, Staline était obligé de compter avec la bombe atomique américaine. Hmm. Parce qu'en 1945, les Américains avaient une bombe atomique que les Russes et les Soviétiques n'en avaient pas. Point c'est tout, hein, point à la ligne. Jusqu'en 1949. En 1949, il y en avait déjà une. On sait très bien que les Américains étaient sur le point de lancer l'opération Drop Shot, de la destruction du moins d'une centaine de villes soviétiques, enfin, vous pouvez le lire où vous voulez, parce que, disons, maintenant, c'est plus caché. Depuis le temps, ça a été maintenant, disons, considéré comme, enfin, la censure ne vous interdit pas de le lire même là, lorsque vous êtes hors d'Europe. Enfin, il s'agit juste de trouver le bon mot. Enfin, le terme est Drop Shot, opération Drop Shot. Alors, les Russes qui ont fait donc exploser leur première bombe atomique en 1949, en fait, ont sauvé l'Union soviétique, parce que sinon, il y aurait eu une guerre avec l'utilisation des armes nucléaires de la part des États-Unis, qui, je vous rappelle, en 1945, ont fait de même avec Hiroshima et Nagasaki, c'est-à-dire avec le Japon. Et donc, vous voyez maintenant, la situation est tout à fait différente. C'est le retournement de la situation, enfin, à 100%. On a des armes hypersoniques. Or, les Occidentaux n'en ont pas. Hmm. Les États-Unis ont arrêté leur programme HALO, c'est-à-dire Hypersonic Air Launched Object, parce qu'en fait, elles n'ont pas les compétences pour Ils l'ont construire. relancé là, en tout cas ils essayent. Enfin, il y a juste, il y a moins d'un mois, enfin, on se parle fin mai, alors fin avril, ils ont arrêté le programme. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont relancé. Je sais que les Australiens se sont attelés à la tâche. Je sais qu'il y a aussi donc des essais en France. La France est très compétente dans le domaine. Je connais même le nom du scientifique français, je crois, qui s'appelle Le Petit, qui vit dans le Midi et qui est justement l'un des pères de la théorie des armes hypersoniques. Il est septuagénaire à l'heure qu'il est, mais donc quelqu'un de très sérieux. La France a toujours eu toutes ses compétences. À la différence de l'Allemagne, par exemple, ou même du Royaume-Uni, qui a toujours beaucoup profité du contexte américain, on le sait très bien, à commencer par la bombe atomique qui leur a été offerte, si je puis dire, par les Américains, tandis que les Français l'ont construite eux-mêmes. Même. On sait très bien, la bombe Bigoudi, on se souvient, à l'Algérie. Mais que tout ça pour dire que, vous voyez, donc les armes hypersoniques, donc les sous-marins, les SNLE, c'est-à-dire les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de la nouvelle génération, de type Borei A, Boré comme vent du Nord en grec, et un autre type de sous-marins, tandis que les Américains sont juste, si vous voulez, à leur premier balbutiement pour le changement des SNLE contre la nouvelle génération. Il leur faudrait jusqu'à 20 ans pour le faire. Les Américains ont perdu toute compétence même pour construire une nouvelle usine d'enrichissement, pardon, j'ai perdu mon latin, d'enrichissement d'uranium. Ils ont essayé de construire une nouvelle usine, ils n'ont pas réussi. Ils ont juste une seule usine. Et l'autre usine, enfin, les travaux ont été arrêtés parce que de nouveau, il manque de compétences. Il manque cruellement de compétences pour faire de l'uranium 235. Ce qui n'est pas le cas de la Russie, bien évidemment. Alors tout ça pour dire que personne ne peut nous forcer la main ni nous obliger à faire ce qu'on voudrait pas faire. Alors, une autre, si vous voulez, un autre aspect, une autre facette, pour que vous compreniez un peu notre vision, telle que je la comprends, comme je la vois en tout cas, on voudrait surtout qu'il n'y ait pas de temps à nos frontières. Ça va de soi. Alors, j'ai jamais entendu que le temps a été prête en tant qu'organisation à renoncer donc à ses plans donc de développement en direction de l'Est. Que ce soit en pays baltes, dans les pays baltes, que ce soit dans le contexte polonais, parce qu'en fait les Polonais ont demandé même que les armes nucléaires américaines soient mises à disposition, enfin qu'elles soient installées sur leur sol. J'espère que les Américains ne vont pas le faire, parce que bon, quand même, ils sont lucides, ils comprennent très bien ce qu'ils risquent, hein.
et que je vois bien aussi les plans, certains plans se développer, par exemple, dans le contexte de la théorie des Habsbourg, vous voyez, donc la vieille dynastie qui fait alliance à la dynastie autrichienne, qui fait alliance avec le Vatican pour construire un nouveau centre d'attraction sur le sol est-européen. Et tout ça, enfin, nous fait comprendre qu'en fait, ils sont en train de nous pousser, enfin, de nous repousser plus exactement dans les grandes steppes asiatiques. Voilà, ce qui cherche un peu, ce qui sert un peu, pardon, de contexte général de cette grande confrontation qui dure depuis des siècles. Vous voyez? Oui, mais là, le projet néoconservateur de pousser, qui est né dans les années 90, d'extension de l'OTAN, qui s'est fait par plusieurs phases, et dont la dernière phase maintenant est l'Ukraine avec la catastrophe qu'on connaît, est à l'arrêt. Ce projet est échoué, puisque Plus ou moins. militairement, bon, on voit mal. On voit bien que M. Merz ou M. Starmer ou M. Macron font beaucoup de menaces, mais bon, chacun sait quelles sont les Beaucoup capacités de bruit pour réelles. rien, comme on dit, ouais. Oui, bon, pour menacer, il faut avoir une arme. Si on l'a pas, ça sert pas à grand-chose. Bah, vous savez, enfin, faut se donner les moyens de ses ambitions. On sait très Oui, bien c'est que ça. la France n'a pas de munitions plus que pour 2 semaines de combat Intensif. intensif. Oui. Enfin, ça, on le Mais sait très donc bien. justement, je reviens à la question que je vous posais. Comment vous voyez la suite au jour d'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, les négociations éventuelles à Istanbul, le fait que les États-Unis ont visiblement envie de se retirer de ce bourbier. euh, est-ce, est-ce que vous pensez que ça va finir toujours par une capitulation de Kiev, ou que quand même, il y aura une négociation? Et est-ce qu'ils vont écouter par exemple John Mearsheimer Vous qui savez, leur dit signez quelque chose parce que sinon ce sera pire? Kuzmanovic, on n'a pas besoin de, si vous voulez, de recourir aux armes nucléaires parce que, enfin, on a l'embarras du choix, hein. On a d'autres armes qui sont reconnues par la Convention de Genève et qui peuvent très bien être aussi efficaces que les armes nucléaires. À commencer par Oreshnik, vous avez bien vu ce qu'a fait comme dégâts dans le Dniepropetrovsk, dans la banlieue de Dniepropetrovsk, et il y avait pas d'ogive nucléaire, attention. Mais qui plus est, pour que vous voyez un peu ce que ça donne en tant que militaire, parce que vous avez aussi votre formation militaire. Alors, par exemple, lorsque les Américains ont lancé des bombes atomiques contre Hiroshima, bombes atomiques contre Hiroshima et Nagasaki, et ça a été au niveau de 15-17 kilotonnes, si je m'abuse. Donc, c'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant des armes tactiques nucléaires. Et que, à une distance de 500 mètres donc de l'épicentre, il y avait encore des murs en briques qui restaient debout. Alors, les Russes qui ont utilisé donc l'Oreshnik contre le Yuzhmash, une usine de production donc des missiles à côté de Dniepropetrovsk, eh bien, l'effet d'Oreshnik, il n'y avait rien sur une superficie de plus de 2 km². Aucun mur ne se dressait parce que, vous voyez, donc c'est une explosion d'ailleurs souterraine parce que les orishniks, ça vous rentre dedans, ça vous rentre dans le sol et ça explose ensuite. Ça vous fait des tremblements de terre en série. Enfin, il y a plusieurs. C'est comme des vagues tectoniques, enfin, si Hmm. vous voulez, au niveau superficiel. Et que et ça, sans ogive, parce qu'en fait, on peut très bien armer Oreshnik d'une ogive nucléaire, donc ça provoquerait encore plus de dégâts. Et qu'en plus, si vous voulez, un Oreshnik arrive en série, c'est-à-dire c'est pas un missile, c'est une salve, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire il y a plus d'une dizaine de missiles qui explosent en même temps. Enfin, vous voyez. Et je l'ai bien vu parce qu'il y avait des vidéos qui ont été filmées, donc ensuite on les a visualisées de façon professionnelle. Alors tout ça pour vous dire que on n'est pas obligé de le faire. Il y a aussi d'autres armes. Par exemple, vous avez été en Afghanistan. Alors, on sait très bien que les Russes peuvent utiliser ce qu'on appelle les armes thermobariques. Oui. Les armes thermobariques qui sont tout à fait terribles et qui vous créent une température de plus de 3000 degrés. Oui, Tandis parce que les Américains les ont utilisés en Afghanistan. oui, c'est ça, oui, parce qu'en fait, c'est des armes qui ne sont pas interdites d'ailleurs, parce qu'en fait, Hmm. il y a pas de, sur la convention, ça a été assez astucieux de la part des militaires, enfin des savants en tout cas, des savants militaires, parce qu'il n'y a pas il y a pas de descriptif exact de la mise à feu de ce type d'armes qui répond, si vous voulez, au droit international. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais été interdits. Hmm. Ça n'a jamais été interdit. Mais que par exemple, il y a aussi l'effet donc thermobarique de pression qui est 100 fois plus puissante que la pression atmosphérique normale. Enfin, c'est-à-dire que une personne
physique réduite en état de bouillie, si vous voulez. Donc, sanguinolente. Enfin, c'est vraiment, il y a même le béton qui ne résiste pas. Alors ça, les Russes savent le produire en série. Et que peuvent très bien en faire usage si jamais le voulaient. Et attention, parce qu'en fait, vous revenez on est revenu donc à cette conférence nocturne de Poutine. Alors Poutine, pour la première fois, a utilisé le mot guerre. Il l'a jamais fait avant. Je n'avais pas noté, effectivement. Il a dit guerre. Il a dit D'accord. par 2 fois de suite, il a dit guerre. Avant, il disait toujours opération, opération en Ukraine, ce qu'on appelle opération spéciale en Ukraine. C'est une sorte de périphrase. Enfin, je vous le rends bien, mais que j'en conviens, mais que c'est quand même, du point de vue juridique, et parce qu'il s'agit quand même d'une personne qui a sa formation juridique, je parle de Vladimir Poutine, Oui. eh bien, nous donne un autre palier, si vous voulez, de violence. Enfin, passage quand même, je dis pas aux extrêmes, enfin, monter aux extrêmes, autre chose, c'est déjà Escalade. En stratégique. tout cas, une Donc, escalade. Oui. c'est une escalade, ouais. Une escalade, enfin, on gravit quand même, si vous voulez, un palier. Et que si on dit guerre, donc on serait plus limité à des méthodes, si je dis, plus ou moins conventionnelles. On pourrait très bien épouser quand même des arguments plus prononcés, plus efficaces par rapport donc à ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, à mon sens, les négociations ont échoué. Parce qu'en fait, les Ukrainiens, déjà, je me demande à quel titre vont-ils y être présents. Parce qu'en fait, le président ukrainien n'est pas officiellement reconnu comme tel par la Russie. Le président ukrainien a déjà son mandat consommé. Enfin, disons, son mandat n'est plus de mise, il devait se faire Et il a réélire. signé un décret interdisant de négocier. Il a signé lui-même un décret s'octroyant le droit de rester président. Vous voyez ce que ça donne. Et que si jamais il y a d'autres politiciens ukrainiens qui arrivent après qu'il quitterait ses fonctions, il dirait, ben voilà, ça n'a pas été légal. Ce n'est pas légitime, ce n'est pas légal, Oui. enfin, du point de vue de droit. Qui plus est, enfin, on pourrait très bien imaginer, par exemple, le chef Vous voulez de... dire qu'un accord signé par Zelensky pourrait être dénoncé tout de suite il serait après caduc. après une élection en Il serait, Ukraine en il serait disant déclaré caduc. c'est caduc, il n'était pas président. Oui, absolument. Pas crédible, il est Et en caduc. termes de droit, ils auraient raison. De par le droit international. Mais Oui, qui plus est, si jamais il y a par exemple le président du Parlement ukrainien qui arriverait, alors là, ce serait notre paire de manches. Parce qu'en fait, le peuple ukrainien qui est représenté au niveau parlementaire par donc les députés peut très bien se prononcer par l'entremise du président du Parlement ukrainien. Alors, je ne sais pas trop, parce qu'en fait, je ne suis pas dans le secret des dieux, qui serait présent donc à la tête de l'équipe ukrainienne. Moi, je sais que Zelensky a dit, parce qu'il vient juste de le dire donc en toutes lettres, qu'il accourrait, enfin, qu'il serait présent lui-même. Voilà. Pour lui, peut-être, ce serait un acte de légitimisation par rapport donc au contexte international. Je ne sais pas, j'en sais trois fois rien, mais il a dit quand même. Hein. Voilà. Et je ne vais pas vous laisser mot. Alors, autre chose. Vous pensez que ça va échouer, les accords? Ben, je dis, ça ne va pas réussir parce qu'en fait, Enfin, pas réussir plutôt, oui. ça va pas réussir parce qu'en fait, il y a aussi donc la dénazification, c'est-à-dire le renoncement au nazisme qui doit être opéré par les Ukrainiens. Et dans ce cas-là, il faudrait enlever des clauses tout à fait officielles de l'idéologie ukrainienne officielle, qui en fait érige les Russes en grands diables. Et qui, en fait, c'est appris même à l'école, si vous voulez, ça fait partie des programmes scolaires, des bouquins, des manuels, de tout ce qui est idéologie officielle. Alors tout ça doit être balayé, enfin, vous voyez, et une autre idéologie devrait donc suivre. Je suis sûr que Zelensky ne peut pas se châtrer lui-même, dirais-je, hein, donc ça c'est impossible. Et qui plus est, il faudrait qu'il enlève aussi une clause de leur constitution, parce qu'en fait, ils ont une clause, donc que l'Ukraine, de leur acte constitutionnel, que l'Ukraine chercherait à gagner le temps, à faire partie de l'Alliance Atlantique. Or, c'est parfaitement inacceptable pour la Russie. Mais pour donc parer à ce désastre... C'est même un préalable aux négociations pour les bah Russes. oui. Parce qu'en fait, la Russie l'a dit, je ne sais pas à combien de reprises, qu'elle ne vivrait jamais, qu'elle ne souffrirait jamais qu'il y ait donc un État otanien à ses frontières. Depuis et que pour 2007. les Ukrainiens, vous voyez, donc c'est une situation tout à fait inextricable. Je ne vois même pas comment on peut disons, résoudre le problème de façon pacifique, parce qu'en fait, il faudrait que la constitution ukrainienne soit changée. Or, je suis sûr et certain qu'ils ne vont jamais changer leur constitution, au grand jamais. Alors, c'est pour ça que je vous dis que, à mon sens, les armes vont encore parler. Donc les combats vont continuer, on peut s'attendre à une offensive encore Malheureusement. plus sérieuse russe.
Bah, l'offensive russe serait menée parce que pour nous autres, il y a le territoire russe qui est occupé. Et si vous voyez donc le nouveau district, enfin les nouvelles provinces qui font maintenant pour nous partie de la Russie, je parle de la région de Zaporogie, de Kherson. Il est difficilement prononçable en français, mais quand même avec KH au tout début, Kherson, enfin à la russe ou à l'espagnol, Kherson, parce qu'il y a un ra qui n'existe pas en français, le rota espagnol, voilà, Kherson. Voilà, donc il y a aussi donc le Lugansk et bien sûr la région du Donbass central, qui pour nous est toujours territoire occupé par les troupes ukrainiennes. Hmm. Alors tant que ces territoires ne seraient pas débarrassés enfin des troupes ukrainiennes, on va continuer la guerre. Parce que c'est des territoires occupés, que notre président est quand même garant, se porte garant donc de l'intégrité du territoire national souverain. Et ensuite, il y a aussi cette zone de sûreté qui a été aussi définie et déterminée par Vladimir Poutine, qui a dit que, compte tenu du fait qu'il y a des missiles qui arrivent jusqu'au territoire russe, il faudrait créer donc une zone de sûreté qui serait, il n'a jamais dit de combien de kilomètres, donc à partir donc de la frontière russe, en allant en direction de l'Ukraine. Alors moi, j'ai beaucoup rigolé parce que là, je regardais un peu Une zone la tampon portée des armes. Vous démilitarisée. voyez, donc la zone tampon serait énorme parce qu'il y a des armes, par exemple comme des scalps EG de production française d'ailleurs, donc MBDA, et si je m'amuse, par exemple, ou Taurus de production et de fabrication allemande, parce qu'en fait, il y a les autorités allemandes qui voudraient bien le mettre à disposition des troupes ukrainiennes et qui peuvent couvrir jusqu'à 400-500 kilomètres. Et donc, tant mieux, enfin, on créerait une zone tampon, la zone neutre allant jusqu'à 500 kilomètres à partir de la frontière russe. Et vous voyez bien, on va se retrouver beaucoup plus loin que Kiev, hein. Oui. Donc là, sur l'autre bord de Dniepr. Alors, moi, je préconise qu'il y aurait au moins la poussée des troupes russes jusqu'au Dniepr. Et peut-être même, on va aller même plus loin, hein. Je ne vous cacherai pas qu'il y a une autre idée qui est assez populaire en Russie, que Staline a agi en mal par en bien, en faisant inclure des territoires anciens polonais, enfin des ex-polonais, en fait des territoires ex-polonais, La dans Galicie et la Voline. dans les frontières soviétiques, Hmm. parce qu'en fait c'est des territoires appartenant à des Polonais, ou à des Tchèques, ou à des Hongrois. Alors on ferait Ou des beaucoup mieux Roumains. de les concéder, en fait, de les donner à ces pays. Enfin, c'est pas à nous de le décider, mais enfin, on peut plus craignir le jour où il y aura plus de nazis, parce qu'on sait très bien comment les Polonais vivent et qu'ils ne Mais là, se... c'est un démantèlement complet de l'Ukraine. Parce Ça, il reste plus grand-chose après. c'est au peuple ukrainien de le voir, mais qu'une fois de plus, le territoire de Galicie a quand même toujours été polonais, hein. Enfin, ça, je le dis à titre subjectif, tout à fait personnel, mais qu'il y a quand même l'histoire, hein. Je Et je pense qu'il y sais, a un certain nombre de Polonais qui considèrent qu'ils sont d'accord avec vous, bien que vous soyez russe. oui, je sais très bien, et que tout ça pour dire qu'il y a quand même des guerres qui ont duré pendant 100 ans entre la Russie, enfin dans le temps c'était même pas la Russie mais la Moscovie, avec la Rzecz Pospolitaïa, c'est-à-dire la grande union lituano-polonaise. Et enfin, cette union allait jusqu'à Kiev, hein. Donc, par exemple, Hmm. le territoire de l'Ukraine actuelle a été partagé entre ce royaume lituano-polonais et la Moscovie qui se trouvait sur l'autre bord du Dniepr. Ça, c'est l'histoire, enfin, l'histoire qui n'est jamais passée parce qu'en fait, c'est comme ça que le Polonais le voit et que, Et puis le maréchal Pilsudski avait tenté une offensive au moment de la Révolution pour reprendre ces territoires. oui. Mais l'idée qui est très populaire en Russie, c'est que les Polonais peuvent très bien dénazifier la partie occidentale de l'Ukraine de façon aussi efficace que les Russes. Parce qu'il y a eu le grand carnage de Wolinsk, où il y a eu des centaines de milliers de Polonais qui ont péri à cause des nationalistes ukrainiens lors de la Seconde Guerre mondiale. Et que, par exemple, pour les Polonais, Bandera, Shukiewicz, vécus en héros nationaux par les autorités de Kiev aujourd'hui, enfin actuelles, eh bien pour les Polonais, c'est des criminels de guerre. Alors, on est sûr que si jamais la Galicie se retrouverait sous la coupe polonaise, eh ben, les Polonais feraient vite de dénazifier ce territoire de façon aussi efficace que les Russes. Voilà. Eh bien, monsieur Artamonov, merci beaucoup pour vos analyses Le et plaisir était cette pour moi. vision claire, russe, sans concession, de la situation sur le front.
Si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'oubliez pas de liker, de la partager, de faire des commentaires, parce que ça nous intéresse. Et puis, si vous le voulez bien, on peut se donner rendez-vous pour dans quelques mois, dans 6 mois, Avec 7 plaisir, mois, pour pour faire le point voir de... le Voilà. suivi, voir si c'est ce que vous disiez qui s'est produit. Malheureusement, pour le moment, la guerre continue. Effectivement, les négociations vont être très difficiles. On a rappelé aujourd'hui avec Monsieur Sapir que les accords de Paris, la conférence de Paris pour la paix au Vietnam, ça a commencé à une date et ça s'est fini 4 ans plus tard. Donc, bon, ces choses-là ne sont pas simples. Quand une guerre commence, malheureusement, il faut beaucoup de temps pour les arrêter. Merci à tous et à très bientôt, À monsieur bientôt. Artamanov. Merci beaucoup. Qui verra, verra, comme on dit, hein.